Bonjour, bonjour à tous, bonsoir, bienvenue à nouveau dans notre visioconférence. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Très heureux de vous retrouver au passage parce qu'on a eu quelques incidents Covid au passage pendant les semaines qui viennent de s'écouler. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Dombu. Bonsoir Christophe. Bonsoir, Jacques Bernard. Donc, vous êtes analyste life science chez Le Groupe Peter Cam. Et puis, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour faire l'épisode 2 de notre série. Alors, voilà. Grâce, un petit mot juste pour commencer. J'étais un peu perturbé par la sonnerie de téléphone. Un petit mot pour commencer. D'abord, pour tous nos abonnés qui sont présents. Alors, vous êtes, ce soir, on est 200 participants. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de le faire parce que c'est grâce à vous, nos abonnés, que nous pouvons organiser des rendez-vous de cette qualité et inviter à chaque fois les conférenciers de haut niveau. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est un signal du pied, un appel du pied, non masqué. N'hésitez pas, vous avez un lien à vous abonner dans le chat et la partie de chat. Autre petit point, on va démarrer là tout de suite, mais n'hésitez pas à poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. Je les retransposerai avec plaisir à l'attention de Christophe. Bien, c'est à nous maintenant, Christophe. On va parler du bulletin de santé. On fait un bulletin de santé très traditionnel. On a quand même assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, à la valse des milliards qui a continué. Il y a quelques semaines, on avait Sunrock, on l'avait dit, Sunrock qui a clôturé un sixième fonds à plus d'1 milliard d'euros. C'était déjà pas mal comme clôture. On aimerait bien en avoir beaucoup comme ça de ce côté-ci de l'Europe. Et puis dans la foulée, il y a eu quand même Arc Venture qui a clôturé son septième fonds à près de 3 milliards de dollars. Alors là, on dépasse toutes les dimensions. On aimerait bien aussi avoir ça en côté européen. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Et puis, malheureusement, la situation boursière, c'est pas ça. C'est le marasme, on va dire, depuis le début de l'année. Alors, traditionnellement, on fait un bulletin de santé. À vous sur ce bulletin, parce qu'il faut nous expliquer un peu tout ce qui se passe. À vous, Christophe. Oui, tout à fait. C'est une belle introduction parce que ça permet de mettre en avant un certain paradoxe. C'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans la biotech et pourtant il n'y a jamais eu autant de biotech qui veulent se financer. Et un autre paradoxe, c'est que finalement les sociétés, les biotech vont en bourse pour pouvoir se financer plus facilement, mais on se rend compte que l'argent finalement se retrouve du côté des non-cotés. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, pour commencer, j'aimerais faire un peu un point sur ce qui se passe dans les marchés. Cette fois-ci, j'aimerais parler, sortir un peu de l'univers biotech pour montrer un peu ce qui se passe sur les marchés en général. Vous savez que depuis le début de l'année, toutes les places boursières sont dans le négatif, en fait. Les indices boursiers ont décroché pour différentes raisons. Le CAC 40, par exemple, perd environ 16% depuis le début de l'année. Quand on regarde à peu près partout, on a des pertes qui vont aller de 15% à 25% à peu près, une grande fourchette, certaines même plus élevées que ça, qui montre que c'est une tendance qui est globale. Alors, pourquoi? Parce que le marché perdure dans un sentiment on va dire, un peu pessimiste. Vous savez qu'il y a eu le Covid qui a apporté beaucoup d'inquiétudes, mais sorti du Covid, il y a d'autres problèmes qui naissent, la crise en Ukraine, des craintes sur l'inflation, des craintes de récession. Tout ça fait que finalement, les places boursières sont très inquiètes, sont globalement inquiètes. Ce qui explique des performances boursières négatives au niveau des indices. Donc, je disais, le CAC 40 perd 16% depuis le début de l'année. Quand on regarde, en fait, en France, toujours dans des petites et moyennes valeurs, dans le 4 mid and small, on a une performance équivalente, en fait, moins 16% depuis le début de l'année. Ce n'est pas seulement en France. Aux États-Unis, quand on regarde le S&P 500, donc il y a les plus grosses capitalisations boursières, les 500 plus grosses, là, on est sur une décote de 20% depuis le début de l'année. Très forte décote. Sur le Nasdaq également, c'est encore plus fort. Le Nasdaq, on perd près de 30% depuis le début de l'année. Il faut savoir que le Nasdaq, c'est des valeurs un peu plus tech, biotech, donc qui sont un peu plus spéculatives par nature. Et donc là, on voit que le marché
Les marchés sont inquiets. Pourquoi? Bon, j'ai évoqué la crise en Ukraine qui a bien entendu un impact parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on y est. On ne sait pas aujourd'hui, personne ne pourrait dire quel sera l'impact financier, économique de cette crise-là sur la durée. Et puis maintenant, à côté de ça s'accompagne d'autres problèmes. L'inflation, aujourd'hui, on s'attend à avoir une inflation de 10% sur l'année en Europe, ce qui est énorme. Ça veut dire que ça aura un impact considérable sur les bénéfices des sociétés. Donc, malgré les croissances, les bénéfices vont diminuer, tous secteurs confondus. Donc, ça également, ça entraîne un impact. Et puis, derrière ça, il y a des craintes de récession. Récession, ça veut dire, en gros, on n'est pas en croissance, on est plutôt en décroissance. Donc, les sociétés vont stagner, voire décroître. Donc, tout ça, ça crée ce sentiment-là. Donc, quand on regarde, en fait, le secteur, en fait, biopharma n'est pas épargné par ce secteur, par ce sentiment-là, parce qu'on voit déjà le Nasdaq biotechnologie, en fait, qui perd 17% depuis le début de l'année, donc mieux que le Nasdaq, hein, qui est à moins 30%. Et puis, du côté S&P Biotech, en fait, perd 20%, enfin, près de 30%, pardon, depuis le début de l'année. Là, on note également une différence entre les biotech et les pharma. Alors, les pharma, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une industrie qui finalement est un peu décorrélée des cycles économiques, des menaces d'inflation, de récession, parce qu'on est sur un secteur d'activité qui, par nature, en fait, est vital. On a besoin de se soigner, on aura toujours besoin de se soigner, on aura toujours besoin de développer de nouveaux médicaments. Et donc, finalement, c'est une industrie qui devrait rester en croissance. Et malgré tout, les big pharma perdent près de 9% depuis le début de l'année. C'est beaucoup moins que les biotech qui perdent 30%, mais c'est quand même un signal qui montre que il y a une différence entre la typologie de société, qu'on soit pharma ou biotech. Donc, on retrouve ça aux États-Unis. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe en Europe, ce qu'on constate, c'est que le Next Biotech, donc qui est notre indice un peu de référence sur la place Euronext, le Next Biotech, lui, ne perd que 8% depuis le début de l'année, donc versus 17% par exemple pour le CAC, 16% pour le CAC 40 et 16% pour le CAC Mid and Small. Donc là, comme ça, on a le sentiment que les biotech, mine de rien, résistent mieux aux turbulences de marché sur le plan général. Maintenant, il faut peut-être pas se réjouir beaucoup trop vite. Parce que quand on regarde ce qui se passe spécifiquement en France, là, on est sur un signal complètement différent. Quand on regarde, en fait, j'ai fait l'exercice de ne prendre que des valeurs françaises, biotech ou medtech. Et là, en fait, les valeurs françaises sont en décroissance de 40% depuis le début de l'année. Donc, bien plus que le Next Biotech, bien plus que le CAC 40 pour les indices généralistes. Donc, on a une très forte sous-performance du secteur biotech. Et quand on regarde, j'ai voulu savoir s'il y a une différence entre biotech pure et medtech. On voit que les biotech sont beaucoup plus impactées. En fait, elles perdent 45%, tandis que les medtech perdent environ 30% depuis le début de l'année. Donc, on voit que les medtech, comme toujours, résistent toujours un peu plus aux conjonctures de marché que les biotech. Donc, ne pas se réjouir trop vite parce qu'en France, spécifiquement, la biotech, sur le plan boursier, ne va pas si bien que ça. Je dirais même va plutôt mal. Et ce qui pourra avoir des conséquences importantes puisque ces biotech-là auront besoin de se refinancer à court et moyen terme. Mais ça, on y reviendra. Alors, si on regarde de manière un peu plus fine les différents acteurs, est-ce qu'il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres quand même? Dans ce paysage tout à fait sombre, est-ce qu'il y a des acteurs qui tirent quand même leur épingle du jeu ou pas? Oui, tout à fait. Alors, je me suis amusé à faire un top flop 5 des performances boursières sur des valeurs françaises, pour faire simple. Mais avant ça, en fait, j'aimerais juste présenter une sorte de tableau sur les 5 plus grosses capitalisations boursières françaises en début d'année et aujourd'hui, pour voir un peu l'impact du décrochage. En début d'année, les 5 plus grosses, c'était Valneva, qui valait plus de 2,5 milliards quand même. C'est la première fois qu'une bibliothèque française arrive à ce niveau-là. On avait Abessiance, Inventiva, Abivax, Terbios. Ces 5 bibliothèques-là valaient 4,5 milliards de capitalisation boursière. Aujourd'hui, les 5 plus grosses valent 2,5 milliards.
Ça veut dire que il y a 2 milliards de valeurs qui ont disparu comme ça, en fait, en 6 mois, sur uniquement les 5 sociétés biotech à Paris. 2 milliards, quand on pense que la moyenne, la CAPI moyenne en France, c'est autour de 100 milliards. Donc, on imagine en fait qu'on a une vingtaine de biotech qui auraient disparu comme ça depuis le début de l'année. C'est quand même assez lourd. Donc, maintenant, sur les performances, fort heureusement, il y en a qui s'en sortent plutôt bien, voire même très bien. Alors aujourd'hui, les meilleures performances donc, sont DBV qui fait près de 50% depuis le début de l'année. OncoDesign, on comprend un peu les raisons, qui fait près de 40%. On a Acticor, on a CrossJect et on a Monakea qui est quand même la grande gagnante d'aujourd'hui grâce à son deal avec Dasli en Asie qui a clôturé aujourd'hui à plus de 82% de performance boursière. Donc là, on se rend compte que sur les 5 gagnantes, en fait, ce sont des sociétés qui ont réellement réalisé des annonces fortes. DBV, un succès de phase 3, OncoDesign, un deal, Apticor, des résultats de phase 2, CrossJect, un deal avec le Barda, Monakea, un deal. Donc, on a vraiment des annonces fortes et on se rend compte, ça veut dire que malgré les conditions difficiles, finalement, le marché est prêt à saluer les bonnes nouvelles. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que toute biotech qui annonce de bonnes nouvelles devrait afficher des belles performances boursières. Maintenant, le contre-exemple, là, c'est un peu le top flop. On a vraiment de très, très forts décrochages. Donc, on a Sensorion, Novacite, Selectis, Poxel et Abivax dans l'ordre, en fait. Donc, Sensorion perd 80% depuis le début de l'année, quand même. C'est énorme. Novacite, qui a des problèmes industriels, perd 70%, tout comme Selectis, Poxel et Abivax. Le cas des 3 derniers, donc Selectis, Poxel et Abivax, c'est assez intéressant parce que là, on n'a pas vraiment eu d'annonce. On a surtout eu des attentes qui ne sont pas forcément couronnées de bonnes nouvelles, en fait. Des sociétés qui doivent se financer, des sociétés sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et qui finalement n'annoncent rien. Ça ne veut pas dire que leur potentiel a été dégradé. Hein. Je pense par exemple à Abivax qui doit se financer avant la fin du 3e trimestre, donc très très prochainement, et qui est pourtant un très très beau produit qui a un phase 3 dans la rectocolite et qui perd malgré tout 70% parce que le marché s'impatiente. Et le marché s'impatiente dans un climat qui est compliqué. Donc ça explique des performances très négatives, donc de l'ordre de moins 80% sur la place. Très bien. Alors, on a une petite question de Xavier Leroy qu'on va prendre au passage. On parle des biotech américaines qui ont perdu entre 40 et 65% depuis le début de l'année. Donc, les Françaises suivent le mouvement, on va dire. Par contre, côté américain, sur leur cotation d'il y a un mois, elles viennent de reprendre 30%. Est-ce que ça se traduit aussi en France? Est-ce qu'on a un espoir que ça se traduise ou pas? Alors, il faut être prudent quand on compare les biotech françaises et américaines. On le fait parce qu'effectivement, il faut bien le faire. Mais aux États-Unis, on a quand même, c'est pas les mêmes profils de biotech. Hein. Enfin, quand on parle des Celgene, des Gilead, enfin, on est quand même sur des très très grosses biotech qui ont des tas de produits en phase 3, qui signent des deals régulièrement, qui délivrent du chiffre d'affaires. Et donc, ces biotech-là sont capables déjà de résister aux conditions difficiles et capables de réagir positivement aux bonnes nouvelles parce qu'elles ont ces moyens-là. Donc, quand on regarde les performances globales, ça masque un petit peu, les performances des centaines d'autres biotech qui sont plus petites et qui, malgré tout, sous-performent. Alors, avoir la même chose en France, ça me semble très difficile à court terme, uniquement en tout cas uniquement non, pour au moins 2 raisons que je vois comme ça. La première, c'est la qualité du news flow. Comme je disais, en fait, il y a des tas de biotech aux États-Unis avec des portefeuilles très avancés, très riches, et donc on a un news flow qui est extrêmement soutenu. Qui génère comme ça de la valeur tous les jours. En France, on n'est pas sur le même niveau de valeur. On a finalement pas beaucoup de sociétés qui sont en phase 3 ou alors quand elles sont en phase 3, souvent il faut attendre 3 ans pour avoir des nouvelles de ces sociétés-là. Et donc le news flow n'est pas aussi soutenu. Et donc finalement, le marché s'impatiente un petit peu. Ça, c'est la première nouvelle. La première raison. La seconde raison, c'est les besoins en financement. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la valeur des biotech est dégradée. Aux États-Unis, on arrive à lever plus d'argent, se financer plus facilement. Donc, l'impact, finalement, sur la valeur boursière est atténué. En Europe, comme je l'ai dit, en France notamment, les biotech n'arrivent pas à lever beaucoup. En général, on lève pour se rajouter 12 mois, parfois 18 mois de visibilité financière quand on est vraiment très, très bon.
Et donc, ça veut dire que chaque année, il faut revenir vers le marché et ça entraîne des dilutions récurrentes et donc une dégradation presque naturelle de la valeur des biotech. Donc, c'est compliqué aujourd'hui sans financement important, massif, de réussir à soutenir la comparaison avec les valeurs outre-Atlantique. Très bien, merci pour cette réponse. Alors récemment, on était avec Antoine Papianic et puis Antoine annonçait, ça avait fait un inter dans un des articles que j'avais écrit, il vaut mieux avoir 24 mois de cash devant vous, en trésorerie. Or, d'après vos études, vos critères de surveillance, vous avez identifié le fait qu'à peu près 50%, on dit bien 50% des biotech française allait manquer de cash d'ici la fin de l'année. Est-ce que cette Alors, situation alors est comment? voilà, oui, plutôt sous 12 mois, on va dire, donc mi-2023. Donc, vont devoir se financer d'ici là. C'est énorme. Euh, Quelque part, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Mais la différence cette année, c'est qu'on est sur un contexte de marché qui est compliqué. Vous avez vu, il y a pas d'IPO, les valeurs boursières décrochent, les fonds biotech sont en large sous-performance par rapport au reste du marché. Et donc, se financer est très difficile. Et ça, c'est compliqué. Effectivement, on s'est dit que là, à partir du second semestre, il va sûrement y avoir une très forte demande de la part des bibliothèques pour se financer. Et puis, début 2021 également, beaucoup de demandes. Bon, maintenant, il y a d'autres options. On pense bien sûr à l'ACA, en fait, qui est assez classique, en fait, d'augmentation de capital. Mais il y a les bibliothèques arrivent comme parfois à trouver d'autres options. Typiquement, une option que tout le monde aimerait bien, c'est des deals. C'est ce qu'annonce Abivax, c'est ce qu'espèrent d'autres biotech, comme Canton, par exemple. Signer un deal, on peut se financer. Je pense que là, dans le pipe qu'on a aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'il y ait des deals qui sont annoncés d'ici la fin d'année ou dans les 12 prochains mois. Il y a eu un deal, par exemple, ce matin avec Mauna Kea, juste pour le rappeler. Et donc, ça sera un moyen pour les biotech de se financer. Puis maintenant, il y a une autre option qui est un peu moins, on va dire, moins réjouissante, c'est de faire appel au financement par des obligations convertibles. Donc, vous savez que les biotech ne peuvent pas avoir accès à de la dette bancaire classique, parce que quand on va voir son banquier, le banquier demande combien on gagne tous les mois. Ben, les biotech, c'est simple, en Europe, elles ne gagnent pas grand-chose. On ne va pas du tout. Et donc, il faut passer par d'autres mécanismes de financement. Et donc, il y a effectivement des structures financières qui prêtent de l'argent aux biotech. Donc, ça fait effectivement des biotech doivent payer régulièrement, bien sûr, mais à côté de ça, plutôt que de payer en cash, elles payent en actions avec une décote sur le cours de bourse. Donc, ce sont des structures financières qui bénéficient d'une décote sur le cours de bourse et donc ils peuvent très vite sortir en fait en vendant au cours de bourse et sortir avec une belle plus-value. Donc, ça entraîne une dilution progressive des biotech. Donc, c'est un financement qui est normalement un peu plus facile à avoir et je pense que certaines biotech vont devoir faire appel à ce type de financement-là qui malheureusement ne sera pas forcément apprécié par le marché. Très bien. Alors, tout à l'heure, j'avais une mauvaise appréciation sur les pharma que j'accusais de ne pas trop bouger ces derniers temps. On ne voyait pas beaucoup de choses se passer. Et puis, dans la discussion, tous les deux, vous avez dit, oui, non, non, c'est pas vrai. Il y a des mouvements, il y a des achats ciblés, des acquisitions ciblées, des deals très ciblés. Est-ce qu'on peut en parler? Tout à fait. Alors, la pharma reste très dynamique en termes de fusion-acquisition parce que la pharma en a besoin. Enfin, il faut savoir que les pharma ne développent plus de nouveaux médicaments et c'est les biotech qui le font. Et les pharma ont besoin d'acheter, besoin de s'alimenter et donc restent finalement très actifs. Peut-être qu'on en parle moins parce qu'il y a d'autres sujets plus pressants, mais on retrouve souvent les mêmes noms. Pfizer qui, depuis le début de l'année, a fait certain nombre de deals. Récemment, il y a quelques jours, il y a Sanofi qui a fait un deal à 2 milliards, par exemple, avec une société qui est dans le domaine de l'ARN, des ARN, le ciblage de l'ARN. En fait, tous les jours, les pharma annoncent des deals. Il y a même on va dire des mouvements entre pharma, de pharma à pharma. On voit par exemple Novartis qui veut se séparer, qui réfléchit à se séparer de son activité Sandoz, donc de générique, ou soit en la vendant, soit en la cotant. On voit Merck qui veut faire un deal à 40 milliards, par exemple, avec Cigen. Donc, non, la pharma reste très dynamique, très active et il y a tous les jours des deals. Ce qu'on constate par contre, effectivement, c'est que ce sont des deals qui sont très ciblés.
là, j'ai le sentiment que plus de la moitié des deals aujourd'hui se font dans le domaine de l'oncologie. Ce sont des anticorps monoclonaux, enfin des checkpoint inhibiteurs en général. Ce sont les CAR-T. Il y a eu un deal d'ailleurs récemment de Galapagos dans ce domaine, beaucoup de CAR-T. Et donc, c'est des acquisitions qui sont très ciblées et pas forcément avec des montants importants. Donc, bon, ils multiplient comme ça des deals à 1, 2, 3 milliards. On en parle peut-être moins, mais il y en a beaucoup. Pfizer, pour la reciter, par exemple, est très, très active. Mais bon, eux, ce n'est pas les plus pauvres en ce moment. Oui, justement, Galapagos, c'est un bon exemple, hein. Ils ont sorti le chéquier, ils sont en train de se renforcer. C'est un mouvement assez rare qu'on constate en Europe pour le moment. Une biotech. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de voir des biotech européennes qui font ce type d'opération. Alors, Galapagos a sorti, on va dire, c'est un premier chéquier, mais en fait, un deuxième chéquier beaucoup plus gros devrait arriver. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. L'idée, c'est de préparer les prochains relais de croissance, aller on va dire à 3, 4 ans, parce qu'ils ont un produit qui, malheureusement, n'a pas été autorisé aux États-Unis. C'est leur principal produit, leur seul produit même, et donc ils ont besoin comme ça de se financer, d'alimenter leur pipeline. Il faut dire que Galapagos, c'est un exemple un peu unique parce qu'ils avaient plus de 4 milliards 5 de cash. 4 milliards d'euros, pour préciser. Donc, ils ont fait deux premières acquisitions, ça vaut à peu près, alors il y en a une à, je pense, une centaine de 120 millions, un truc comme ça, et une à 15 millions. Donc, c'est pas de grosses acquisitions, mais des plus grosses devraient suivre prochainement. Donc, effectivement, c'est un bel exemple. Dans le domaine des cartés, en plus, qui est le même aire d'activité que Selectis, qu'on connaît bien. Parfait. Alors, on va rester sur Galapagos et puis sur la Belgique. On a souvent opposé les paysages, le paysage français, le paysage belge. Est-ce que les Belges aujourd'hui s'en sortent encore mieux malgré cette situation un peu difficile? Alors la réponse va être claire, c'est oui. Enfin, pour le montrer, c'est très simple. Quand j'ai parlé des performances boursières au début, en disant que le Next Biotech perdait environ 8% de mémoire depuis le début de l'année. Et donc le Next Biotech, c'est France, Belgique, et tout ça, enfin Pays-Bas, mais principalement Belgique. Et puis les valeurs françaises perdaient environ 40%. Donc, le gap, c'est la performance des sociétés belges. Il faut savoir qu'on a des très belles sociétés. Argenix, par exemple, la plus grosse biotech belge, est devenue la plus grosse biotech européenne avec 19 milliards de valorisation. Je parle quand même d'une biotech qui ne fait pas encore réellement de chiffre d'affaires, qui se lance cette année. Donc, c'est la plus grosse biotech européenne aujourd'hui. Elle est belge. Ce n'était pas le cas, donc elle est passée devant Genmab. On a donc du Galapagos qui a fait quelques milliards également avec plus de 4 milliards de cash. On a eu quelques IPO avec des sociétés comme Iloris, Nixoa. En fait, globalement, le compartiment biotech belge se porte mieux que le compartiment français et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à ces valeurs-là que Next Biotech facialement donne le sentiment que la biotech européenne, enfin sur Next en tout cas, se porte bien. Parfait. Et on ne parle pas trop les Anglais. Brexit. Alors, je regarde un peu moins, mais en fait, finalement, le Royaume-Uni, c'est surtout la place des financiers. Enfin, on a beaucoup de fonds qui font de la biotech, mais finalement, pas tant que ça de biotech intéressante quand on regarde. C'est pas, si je cherche une biotech intéressante, ben je regarderai sur Next, je regarderai en Suisse, je regarderai au Nasdaq, mais c'est pas forcément au Royaume-Uni que je regarderai. Parfait. Alors, il est 19h25. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez, vous pouvez les poser tout au long de notre échange. Qu'est-ce qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la fin de cette année? Est-ce qu'il va y avoir vraiment, il y a la situation effectivement qui est un peu dramatique, qui est même dramatique en Ukraine, avec une inflation forte, avec beaucoup d'angoisse générée par différentes situations pour l'ensemble des pays, en tout cas en Europe. Est-ce qu'il y a dans cette situation, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les biotech demain? Comment il faut s'organiser? Oui. Alors, j'ai dit à un moment que finalement la Big Pharma avait moins décroché que le reste du marché.
pour une raison en fait simple qui est propre au secteur, c'est que toutes ces questions, toutes ces craintes-là, donc l'inflation, la récession, la guerre, n'impactent pas réellement le potentiel réel des biotech et des pharma. Un produit aujourd'hui pour lequel enfin, on estime qu'il a un potentiel de vente d'1 milliard, il l'aura toujours parce que le marché s'est fait en Europe, aux États-Unis, il l'aura toujours. Du moment qu'il n'y a pas de gros décalage sur le développement clinique, qu'il n'y a pas de gros changements réglementaires, qu'il n'y a pas de gros changements au niveau de la compétition, finalement, la valeur intrinsèque de l'industrie ne change pas. Donc, on peut penser que vu que cette valeur-là n'a pas changé, une fois que le climat de marché redeviendra plus positif, les biotech, les pharma devraient également très vite redécoller parce qu'aujourd'hui, les prix sont très bas, les prix sont bradés. Donc, pour ceux qui y croient, ceux qui croient aux valorisations, aux analystes, je pense, je reste persuadé qu'une fois que le climat global sera un peu plus calme, on devrait avoir une réaccélération de la dynamique sur les biotech parce que les cours aujourd'hui ne se justifient pas concrètement, comme ça peut être le cas pour les industries plus classiques où il y a réellement, on voit réellement l'impact sur les bénéfices, sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas sur les biotech. Très bien. Donc, Il y a qu'on voilà. s'arrête 2 secondes sur le cas Oncodesign, qui est un cas intéressant pour moi. Oncodesign, il a passé des années, il est entré en bourse, il a passé des années à se battre pour défendre un modèle mixte, service, recherche, biotech. Et puis, tout d'un coup, on apprend, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on apprend que les activités sont séparées. On jette l'éponge quelque part et c'est dommage. On a la fin d'un modèle qui était un des rares modèles soutenus de cette manière-là en France. Donc, ça suppose qu'on ne pourra plus mélanger services et découvertes et recherche. Oui. Alors, bel exemple, effectivement, au co-design, parce que c'était vraiment la seule biotech, en fait, de notre panel, qui souhaitait mettre en avant le fait qu'il puisse y avoir une synergie entre du service et de la biotech. Développer le service autofinancé, en plus qui pourrait financer une partie de la biotech, était plutôt là pour rassurer les investisseurs. Dire qu'on est une société qui peut être bénéficiaire, qui ne craint pas trop, qui fait du chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'était de se dire, avec un modèle comme ça, on va réussir à parler aussi bien aux investisseurs qui font de la biotech, parce qu'il y a ce côté cette activité biotech-là, un peu plus risqué et qui peuvent comprendre, et aussi bien au fonds un peu plus généralistes, qui ne font pas forcément la biotech, mais qui comprennent ce que c'est, un chiffre d'affaires, un EBITDA, enfin, la rentabilité, de la marge. Et donc, ça aurait pu rassurer, et non seulement rassurer, mais élargir la base d'investisseurs. Et ben non, en fait, finalement, l'effet était complètement contraire. C'est que les investisseurs biotech, ils viennent vers le risque, ils viennent vers le potentiel, ils sont prêts à prendre ce risque-là. Ils viennent vers le potentiel de création de valeur en se disant on va miser sur des deals importants, sur le développement du pipeline. Mais le problème, c'est que sur la partie biotech en co-design, était encore très early stage. Hein, on est vraiment en phase de drug discovery. Donc, c'est vraiment le tout début de l'aventure. Donc, c'est compliqué pour un investisseur biotech d'aller vers ce type de valeur-là parce que ils préfèrent attendre un petit peu qu'il y ait création de valeur. Donc, ils n'y allaient pas non plus. Et puis, quand on allait voir, à des gestions un peu plus classiques, ils se disaient, mais c'est quoi ce truc biotech là, un peu exotique, qui apparemment est l'avenir, mais bon, c'est trop risqué. En plus, il va falloir lever beaucoup d'argent, comme les biotech. Bon, il va falloir, les deals, c'est pas garanti, il y aura des échecs, il y aura des retards, il y aura tout ça. Ça ne les rassurait pas, et donc, ils n'en faisaient pas. Et donc, finalement, la société, après s'être battue, a décidé finalement de renoncer à ce double modèle-là et en divisant les activités, en cédant l'activité service, c'est dommage parce que c'est celle qui a peut-être le plus de valeur, selon moi. Bon, c'est une opinion, c'est un avis personnel. Et puis, en regardant l'activité biotech, mais là aussi, ça pose quand même des questions parce que quand on regarde le communiqué de presse, on comprend que la partie biotech était valorisée 3 millions d'euros. Donc, garder côté une activité biotech avec ce niveau de valorisation, quand on sait que bon, si on n'arrive pas à signer des deals, il va falloir lever de l'argent, ça risque d'être compliqué aussi. Donc, c'est un choix qui a été fait. Mais maintenant, est-ce que ça va être un choix qui va être facile à assumer demain, notamment pour la partie biotech? Ça j'attends de voir.
Parfait. Alors, on a une question d'Étienne Drouet sur y a-t-il un changement dans l'attrait des portefeuilles en ce qui concerne les indications les plus recherchées par les investisseurs? L'immuno-oncologie n'est-elle plus aussi accrocheuse que les dernières années? Je dois donner une petite indication. On va avoir en début de semaine, tout début de semaine prochaine, un beau deal justement en immuno-onco. Donc, ça reste accrocheur quand même de temps en temps. Mais voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les domaines qui prennent de l'importance? Alors, l'immunologie, enfin l'oncologie et notamment l'immuno-oncologie reste la discipline reine dans les deals, hein. J'estime, là, en regardant un peu mes bases de données, que l'oncologie représente 40 à 50% des deals dans le secteur. C'est énorme. Et là-dedans, ça va être principal, ça va être massivement de l'immuno-oncologie. Non, il y a toujours des... Alors là, je les ai plus trop en tête, mais il me semble qu'il y a encore un deal qui a été annoncé cette semaine. Enfin, il y en a quasiment tous les jours, en fait, en immuno-oncologie. Ça reste très demandé, très recherché par les industriels. Maintenant, à côté de l'oncologie, il y a des domaines qui restent très, très demandés, soit qui sortent, qui commencent un peu à naître. Alors, il y a des domaines qui sont toujours très recherchés. La neurologie, il y a eu beaucoup d'échecs pourtant. On sait que les taux de succès sont très faibles. Il n'y a quasiment pas de nouveaux médicaments contre les maladies neurodégénératives. Et pourtant, il y a une réalité, c'est qu'il y aura besoin de trouver des médicaments. Il y aura besoin de soigner des gens. Et donc, la pharma continue à investir, continue à y croire, malgré les échecs. Et donc, la neurologie reste un domaine très recherché. Même si là, effectivement, on voit que les pharma sont un peu plus sélectives. On essaie d'éviter l'Alzheimer, si possible, par exemple. Ou alors, quand on en fait, on essaie de chercher une approche complètement nouvelle pour voir si celle-là ne marchera pas. Il y a des domaines comme l'ALS, par exemple, qui sont demandés, et puis certaines maladies rares. Donc, la neurologie, ça reste un domaine intéressant. Les domaines des maladies métaboliques. Donc, dans les maladies métaboliques, il y a le diabète, l'obésité, la NASH. La NASH, d'ailleurs, qui malgré tout, pour moi, va continuer à intéresser. Donc, vous savez que pendant très longtemps, on a beaucoup parlé de la NASH. C'est présenté comme le diabète de demain. 10% de la population adulte européenne est touchée, un marché de plus de 25 milliards pour lequel il n'y a pas de traitement. Donc, forcément, ça intéresse les big pharma. Donc, toutes y sont mises. Et le problème, c'est qu'il n'y a eu que des échecs en phase 3. Aujourd'hui, le taux de succès en phase 3 dans la NASH, c'est 0%. Et donc, on aurait pu se dire que finalement, les big pharma s'en désintéressent, mais en fait, on se rend compte que non, parce que Pfizer, donc pour en reparler encore, a également signé un deal dans la NASH il y a quelques semaines et continue à développer un médicament en fait, qui est en phase 2 dans la NASH. Donc, on devrait en parler, sauf qu'aujourd'hui, les programmes les plus avancés, finalement, n'ont pas marché. Et donc, ça prend un peu plus de temps pour que les autres programmes qui sont plutôt early stage ou mid stage arrivent en phase 3. D'ailleurs, on en parlera cette année également parce qu'il y a aujourd'hui Madrigal, qui est la biotech la plus avancée en fait en phase 3 dans la NASH, qui devrait en tout cas annoncer des résultats en fin d'année, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un sujet qui reviendra. Donc, ne pas sous-estimer la NASH, on devrait en reparler. Il y a quelques biotech françaises qui y sont toujours, et je pense qu'elles ont raison d'y être. Donc, quelques aires thérapeutiques comme ça. Et puis maintenant, il y a un autre domaine qui, pour moi, ressort de plus en plus, c'est le domaine de l'ARN. Alors, on en a beaucoup parlé avec le Covid, où en fait, on a découvert que l'ARN, finalement, ça pouvait être un médicament. Et donc là, maintenant, ce qui intéresse les pharma, ce n'est pas l'ARN en tant que médicament, comme c'est le cas, enfin, en tant que produit vraiment injecté, comme c'est le cas dans les vaccins, mais c'est l'ARN en tant que cible thérapeutique. Juste pour ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre ADN, on a environ 80% qui devient de l'ARN, mais là-dedans, il n'y a que 3% qui deviennent des protéines. Le problème, c'est que tous les médicaments, quasiment tous les médicaments aujourd'hui ciblent des protéines. Des récepteurs membranaires, des protéines circulantes, des protéines de transcription. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on ne cible que 3% de ce qu'on devrait cibler. Donc, on se rend compte que si on cible l'ARN, on multiplie le champ du possible, en fait, les chances de découvrir des médicaments. Et il y a de plus en plus de sociétés qui y vont, de plus en plus de pharma qui investissent là-dedans. Comme Sanofi l'a fait d'ailleurs avec un deal de 2 milliards. Là récemment, j'ai vu une biotech américaine qui avec un pipeline, un discovery, même
clinique a levé 80 millions de dollars, qui était valorisé 17 millions, elle a levé 80 millions juste parce qu'elle prétend vouloir développer des médicaments qui ciblent l'ARN. Donc, je pense que c'est une thématique qui est naissante et dont on devrait de plus en plus entendre parler. Parfait. Et côté vaccin, pour finir, côté Covid, on va continuer sur cet afflux de propositions, de vaccins, de différentes choses. Valneva, est-ce qu'on a un espoir au-delà de tout, finalement? Alors, Valneva, c'est un peu particulier parce que, comme vous le savez, ils ont eu leur AMM à un moment donné où les accords enfin, les engagements d'achat avaient été annulés. Donc, il va falloir trouver un marché pour ces vaccins-là. Ce qui, à court terme, pour moi, va être un peu compliqué parce que si j'ai bien compris, en fait, on est vraiment sur un vaccin, sur la primo-vaccination, où il n'y a pas beaucoup de gens finalement, en fait, c'est ce qui devaient le faire, en tout cas la plupart se sont déjà vaccinés. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui sont intéressés par le vaccin de Valneva, mais je pense que le gros du marché est déjà derrière nous. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le vaccin marche en dose de rappel, un vaccin hétérologue avec d'autres vaccins. Et si effectivement on est parti sur une pathologie, sur une épidémie, enfin une maladie qui devient endémique, ça veut dire qu'il y aurait forcément besoin d'avoir des doses de rappel. Et donc, c'est un truc qui peut être intéressant pour Valneva, en fait, un marché qui peut être intéressant, donc de jouer sur les doses de rappel des vaccins classiques. Mais même là, ça ne va pas être facile. Parce que Pfizer et Moderna, pour ne citer que ces deux-là, ne se laissent pas faire, préparent déjà des nouvelles versions de leur vaccin. L'autre jour, c'est Moderna qui parlait d'un nouveau vaccin, une nouvelle version du vaccin, qui serait mieux efficace chez Omicron et mieux efficace chez le nouveau variant B4. En fait, c'est un vaccin à double cible, enfin, en tout cas, on va dire un double vaccin. Et donc, il y aura toujours de la R&D chez ces big pharma-là, et trouver sa place, ça ne va pas être simple. En tout cas, les big pharma qui y sont vont continuer à vendre massivement là-dessus. Pfizer, encore pour parler d'eux, il faut quand même savoir qu'ils attendent des revenus de 54 milliards de dollars sur le Covid, dont environ 20 milliards sur le traitement en fait Covid, donc la pilule, et le reste dans les 34 milliards sur le vaccin. Ce sont des commandes, c'est pas, ce sont des commandes, des engagements de commandes. Et donc bien sûr là avec les vagues de Covid qu'il y aura, des doses de rappel chez certains, ces gagnants du Covid vont continuer à être gagnants. Très bien. Eh bien, on a fait un beau tour d'horizon, Christophe Dombu. Merci pour toute cette intervention et cette description du panorama et du bulletin de santé de la biotech. On va se retrouver au dernier courant du dernier trimestre de cette année. On refera un point. D'ici là, donc, je voulais vous signaler que la semaine prochaine, après un report, on se retrouve avec Philippe Gène, donc au design. Alors, je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à nous raconter, Philippe, avec sa dernière opération, justement. Puis, on fera un point global aussi sur la situation. Je voulais vous remercier encore à tous d'avoir participé, d'être venus nous retrouver ce soir. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et donc, à très bientôt. Merci encore. Merci, Christophe. À bientôt. Merci Jacques Bernard. À bientôt.